Et si le vrai problème des abonnements n'était pas celui que tu crois? On va souscrire à plein d'abonnements sur internet, on s'en rend pas compte, mais à la fin de l'année, ça peut s'additionner et faire très vite très mal. Nous sommes près de 6 Français sur 10 à compter au moins un abonnement à l'une de ces plateformes de streaming. Le ministre de la Justice veut aussi simplifier le processus d'annulation d'abonnements aux différentes plateformes. En 2024, une autorité américaine annonce une règle simple. Se désabonner devrait être aussi facile que s'abonner. Un clic pour entrer, un clic pour sortir. Ce nouvel article du Code de la consommation devrait permettre de résilier en ligne avec un bouton « Se désabonner » clairement identifié et facile à trouver en 3 clics maximum. La règle est saluée, puis repoussée, et en 2025, elle est finalement annulée par la justice. Un détail administratif en apparence, mais si un simple bouton résilier devient un sujet juridique, c'est qu'il raconte quelque chose de beaucoup plus profond. Dans l'économie de l'abonnement, on va s'intéresser aux entreprises qui monétisent leurs produits et services par le biais d'un abonnement. C'est un modèle économique intéressant parce que les sociétés qui vont l'adopter vont être dotées d'une visibilité forte du fait de la récurrence des chiffres d'affaires. Aujourd'hui, des millions de personnes restent abonnées à des services qu'elles utilisent peu. Parfois, pas du tout. Pas parce qu'elles ont oublié leur carte bancaire, pas parce qu'elles ne savent pas gérer un budget, mais parce que dans notre quotidien numérique, rester est devenu la décision la plus simple. L'abonnement ne s'impose pas, il s'installe. Il ne force rien, il attend. D'après une étude de Arbacon, en 2023, près de 73% des utilisateurs oublient de résilier leur abonnement gratuit. Et 66% continuent à payer un service qu'ils n'utilisent pas. Donc si tous ceux qui regardent cette vidéo me disent « Ah, c'est faux, moi j'oublie pas », on a forcément parmi vous qui mentent. Et donc forcément, qui indirectement ont un manque à gagner. Ce qui pose donc une vraie question. Si l'abonnement est censé être flexible, pourquoi faut-il parfois des lois pour en sortir? La réponse se cache dans l'histoire du numérique moderne, dans des choix industriels très rationnels et dans une transformation discrète de notre rapport à la décision. Car à un moment précis, payer a cessé d'être un acte et est devenu un état. 45 € par mois en moyenne, c'est la somme dépensée par les Français pour leur abonnement numérique. Abonnement à des plateformes de séries, de fiction, à de la musique, des podcasts. Si vous êtes concerné, vous savez que vous pouvez partager vos codes en famille, mais d'autres co-abonnements sont possibles avec à la clé des économies. Alors, pour comprendre pourquoi on reste abonné même quand on n'en a plus vraiment envie, il faut remonter en arrière. Avant les plateformes, avant les essais gratuits et avant le sans engagement. À une époque où payer voulait encore dire une chose très simple. Choisis. Tout commence par une promesse très concrète. En octobre 2024, une autorité américaine annonce une nouvelle règle. Les entreprises devront permettre aux utilisateurs de se désabonner aussi facilement qu'ils se sont abonnés. Même canal, même nombre d'étapes et même simplicité. L'idée est simple, presque banale. Et pourtant, elle déclenche immédiatement des réactions dans toute l'industrie. Pourquoi? Parce que cette règle ne vise pas un abus marginal. Elle vise une pratique devenue centrale, l'auto-renouvellement. Du point de vue d'une entreprise, le modèle d'abonnement est une véritable mine d'or. Il facilite grandement la vente de produits et de services coûteux. Une autre raison pour laquelle les entreprises adorent le modèle d'abonnement est qu'il simplifie la gestion et la croissance de l'entreprise. Une entreprise basée sur des abonnements génère des revenus constants chaque mois. En revanche, une entreprise qui tire ses revenus de vente directe aura des bons mois et des mois moins bons. Concrètement, cela signifie continuer à payer tant qu'on ne dit pas explicitement non. Et pendant des années, ce mécanisme est resté discret. Il fonctionnait en arrière-plan, sans attirer l'attention du grand public. Mais si cette règle voit le jour en 2024, ce n'est pas un hasard. Elle arrive après une série de plaintes, d'enquêtes et de procès très médiatisés contre les entreprises accusées de rendre la résiliation inutilement compliquée. Alors, la règle est annoncée, puis repoussée de quelques mois. Et en 2025, coup de théâtre. Elle est annulée par la justice. Non pas sur le fond, mais pour une question de procédure. Résultat, le bouton résilier redevient un terrain de bataille. Ce retournement est révélateur. S'il faut un débat juridique national pour décider d'à quel point il doit être simple d'arrêter de payer, c'est que le problème dépasse largement le confort utilisateur. Les oublis de souscription rapportent gros aux entreprises. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford et de l'université Texas A&M aux États-Unis, de nombreux utilisateurs s'abonnent à des services en tout genre, streaming, presse, sport, etc. mais oublient ensuite de se désabonner, même s'ils n'utilisent pas ces services. Cette inattention rapporte beaucoup aux entreprises qui proposent ces abonnements, avec des revenus en hausse allant de 14% à plus de 200%. Les chercheurs ont constaté que lors du renouvellement automatique de la carte bancaire, les utilisateurs sont plus enclins à annuler
leur abonnement que lors des mois où la souscription est renouvelée automatiquement. Cela signifie que la résiliation n'est plus un détail, mais est devenu un enjeu économique majeur. Car dans un modèle par abonnement, la croissance ne dépend pas seulement de l'entrée, elle dépend surtout de la durée. Chaque utilisateur qui reste un mois de plus augmente mécaniquement la valeur du système. Et à partir de là, une question s'impose. Comment en est-on arrivé à un point où arrêter de payer nécessite parfois l'intervention d'un régulateur? Pour répondre, il faut quitter le présent un instant et revenir à l'époque où payer marquait encore un choix, clair, visible et ponctuel. Avant que l'abonnement ne devienne la norme, payer était un moment bien identifié. On achetait un logiciel, un album, un journal, une fois. Le geste était clair. L'argent sortait, la relation s'arrêtait. Et si on arrêtait de payer, eh bien, il ne se passait rien de particulier. Pas de compte à fermer, pas d'accès à couper, juste la fin de l'échange. Et ce modèle dominait encore jusqu'au milieu des années 90, y compris sur Internet. Et puis, un premier glissement s'opère. En 1996, le Wall Street Journal met en place un accès payant à son site web. Pas pour un article, ni pour un numéro spécifique, mais pour un accès continu à l'information. Si vous regardez des films, écoutez de la musique ou possédez un téléphone, vous êtes probablement familier avec les abonnements. Ils sont devenus une taxe mensuelle, le coût de notre vie dominé par l'Internet. Au lieu de vous vendre aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, les entreprises n'ont besoin de vous convaincre qu'une seule fois et l'argent continuera d'entrer. Ainsi, un flux de revenus stable et prévisible. Bien que de nombreux services d'abonnement aient rendu nos vies beaucoup plus faciles, la vérité est que ces abonnements poussent les gens à dépenser beaucoup plus qu'avant. C'est un détail technique, mais c'est aussi un basculement conceptuel. On ne paye plus pour obtenir quelque chose, on paye pour continuer à y avoir accès. À l'époque, l'idée ne choque pas, elle paraît même logique. L'information se renouvelle chaque jour, alors pourquoi facturer une seule fois? Et surtout, ce modèle répond à un problème très concret. Sur Internet, tout se copie, la rareté disparaît et la valeur ne peut plus reposer sur l'objet. Elle doit donc reposer sur la durée. Alors, ce changement ne crée pas encore de dépendance. Il ne fatigue personne. Il introduit simplement une nouvelle relation. Mais il modifie déjà un point essentiel, le moment de la décision. Dans un achat classique, la décision est visible. Elle est localisée, facile à identifier. Mais avec l'accès continu, la décision se déplace et n'est plus concentrée dans l'acte de paiement. Elle se dilue dans le temps. À ce stade, personne n'y voit un problème. L'abonnement n'est pas encore un réflexe, c'est une exception, réservée à quelques services bien précis. Mais cette exception va bientôt rencontrer un terrain idéal, le divertissement. Et là, le modèle va devenir désirable à grande échelle. À la fin des années 90, l'abonnement quitte le monde très précis de l'information et des services professionnels, pour entrer dans un terrain beaucoup plus émotionnel, le divertissement. Et là, tout change. En 1999, Netflix ne se présente pas d'abord comme une révolution technologique. La promesse est beaucoup plus simple, ne plus jamais avoir à choisir un film à l'unité. Un prix fixe, un accès large et la fin des calculs à chaque location. Ce n'est pas encore le streaming, mais l'idée est déjà là. Payer une fois pour ne plus avoir à décider ensuite. Face au démarrage difficile du service, elle imagine un modèle économique original à l'époque. Started using the exact same model as the video rental stores. They had late fees and they had due dates. And they hit on subscription as a way to avoid the late fees and give people more time to watch the video. And this was hugely popular. En plus de fidéliser sa clientèle, l'abonnement a un autre avantage. Il permet à Netflix de mieux connaître les habitudes des abonnés. Quelques années plus tard, la musique connaît le même basculement. En 2008, Spotify avec une proposition presque choquante pour l'époque. Toute la musique, immédiatement, pour le prix d'un seul album par mois. La comparaison est imparable. Elle ne demande aucune explication complexe, elle parle directement au quotidien. Et à ce moment précis, l'abonnement cesse d'être une contrainte. Elle devient un soulagement. On ne paye plus pour chaque usage, on paye pour se libérer de la décision répétée. Et le discours change lui aussi. On ne parle plus de durée, mais de liberté, avec des formules sans engagement ou résiliables à tout moment. L'abonnement se présente comme une option sans risque. On peut entrer facilement et sortir quand on veut. Et c'est là que le modèle gagne toute sa puissance, parce qu'il s'appuie sur une promesse implicite. L'entrée et la sortie seraient symétriques. Mais cette promesse n'est jamais vraiment testée au départ.
Pourquoi le serait-elle? Tant que le service est nouveau, désirable et utilisé régulièrement, bien, personne ne cherche à partir. Le succès de Netflix et de Spotify ne repose donc pas uniquement sur leur catalogue. Il repose sur un changement plus profond, la normalisation de l'accès permanent. Et à partir de ce moment-là, l'abonnement n'est plus une exception. Il devient un idéal. Et lorsqu'un modèle prouve qu'il est à la fois rentable et accepté culturellement, une chose est sûre, l'industrie entière finit par suivre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors petite pause de 10 secondes, si t'es encore là, c'est sûrement que ce type de sujet t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour m'aider à faire décoller cette chaîne qui vient tout juste de démarrer. Allez, je compte sur toi. Merci et on retourne à la vidéo. Il y a un moment précis où l'abonnement cesse d'être un choix stratégique parmi d'autres. Il devient la norme. Et ce moment, eh bien, il arrive en 2013. Cette année-là, Adobe annonce que ses logiciels ne seront plus vendus sous forme de licence définitive. Photoshop, Illustrator, Premiere, tout bascule vers un modèle unique, par abonnement. La réaction est immédiate. Forum en colère, articles critiques, pétitions. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est un choc. Ils ne refusent pas l'idée de payer, ils refusent l'idée de ne plus jamais s'arrêter. Il est souvent agaçant de voir qu'un service qui pourrait facilement être vendu en un seul paiement, proposé uniquement sous forme d'abonnement. Mais personne ne se plaint de Netflix ou de Spotify. Ces services sont logiques pour tout le monde. Ce sont les abonnements pour les logiciels qui énervent les gens. Lorsque les entreprises facturent des frais mensuels pour ce qui pourrait être un paiement unique, cela semble être une manière de tirer profit. Et parfois, c'est effectivement le cas. Ce sentiment s'est manifesté lorsqu'Adobe est passé à un modèle d'abonnement pour augmenter ses profits, incitant 50 000 personnes à signer une pétition contre cette décision. Mais du point de vue d'Adobe, la décision est parfaitement rationnelle. Le piratage est massif, les mises à jour coûtent cher et surtout, les revenus sont imprévisibles. Et l'abonnement résout ces trois problèmes d'un seul coup. Il stabilise les entrées d'argent, il transforme chaque utilisateur en relation continue et il fait disparaître la notion de version finale. Alors, ce qui se joue en 2013 dépasse largement Adobe. C'est une démonstration à ciel ouvert. Un géant du logiciel impose l'abonnement, absorbe la contestation et voit ses résultats financiers s'améliorer. Alors, le message est clair, très clair. À partir de là, la bascule s'accélère. Microsoft se transforme Office en service, les outils professionnels deviennent des plateformes, les applications se mettent à jour en continu, et le paiement ponctuel devient l'exception. Alors, ce changement modifie profondément les priorités. Quand on vend une licence, l'enjeu principal c'est l'achat. Mais quand on vend un abonnement, l'enjeu se déplace, éviter la résiliation. Ce déplacement est subtil mais déterminant, et il ne transforme pas seulement les modèles économiques, il transforme la manière dont les produits sont conçus, mis à jour et présentés aux utilisateurs. À partir de ce moment-là, le succès ne dépend plus de l'acte d'achat, mais de la capacité à durer. Et pour durer, il faut que le paiement devienne presque invisible. Et c'est précisément ce qui va se produire ensuite. Le changement le plus décisif ne vient pas d'une plateforme en particulier. Il vient d'un détail technique devenu omniprésent, le prélèvement automatique. À partir du moment où l'abonnement se généralise, payer cesse d'être un événement. Il n'y a plus de validation consciente. Plus de gestes visibles, plus de moments où l'on se demande si ça vaut encore le coup. Le paiement se fait en arrière-plan, chaque mois, à date fixe, sans bruit. Les montants sont pensés pour ça, quelques euros à chaque fois. Un prix suffisamment bas pour ne jamais déclencher d'alerte mentale, et suffisamment étalé pour ne pas sembler urgent. Alors, pris isolément, chaque abonnement paraît raisonnable, mais pris ensemble, ils s'accumulent. Streaming, musique, stockage, logiciels, sport, applications diverses, la plupart des gens ne se demandent plus s'ils ont des abonnements, mais combien. Et surtout, depuis quand. Car c'est là que le modèle devient redoutablement efficace. Un abonnement souscrit pour 1 mois devient 6 mois, puis 1 an, et puis plus. Il faut comprendre que la psychologie de l'achat d'un abonnement numérique est remarquable. On a l'impression de tirer davantage de son argent car 10 $ vous donne accès à tout ce contenu, alors que cette même somme ne vous permettrait d'acheter qu'un seul film. On paye pour la variété, ce qui mène parfois à l'illusion du coût irrécupérable. Puisque vous avez déjà payé, autant en profiter, n'est-ce pas? Mais regarderais-tu ces séries autrement? De plus, une fois abonné, survient cette aversion à la perte. On ne peut pas perdre l'accès à quelque chose qu'on avait auparavant, comme une immense collection de films et de séries.
À une période où la plupart des gens ne peuvent pas supporter une dépense de 1000 $, un montant de 220 $ représente une charge financière significative pour beaucoup, peut-être même sans qu'ils en aient pleinement conscience. De nombreux services d'abonnement exploitent cela en limitant le contact avec les clients qui n'utilisent plus leur service, espérant qu'ils oublieront l'abonnement et continueront à payer sans examiner leur relevé de carte de crédit à la fin du mois. Et cela pas parce que l'usage est constant, mais parce que rien ne force la décision inverse. Continuer ne demande rien, alors que arrêter demande une action. Et ce phénomène est désormais documenté à grande échelle. Les études montrent que des millions d'utilisateurs continuent de payer pour des services qu'ils utilisent peu ou plus du tout, simplement parce que le coût étalé ne déclenche jamais d'urgence. Le paiement invisible transforme le temps en allié. Chaque mois supplémentaire semble insignifiant, mais cumulé, il devient considérable. Et surtout, il déplace le cœur du modèle. L'abonnement n'a plus besoin d'être aimé, il a juste besoin d'être toléré. Alors à ce stade, le système fonctionne presque tout seul. Il repose sur une simple asymétrie. L'inaction est confortable et l'action demande un effort. Mais cette inertie naturelle ne suffit pas toujours. Et quand l'utilisateur commence à douter ou à vouloir partir, une dernière couche entre en jeu. C'est le rôle du design. C'est souvent à ce moment-là qu'on découvre la différence entre s'abonner et se désabonner. L'inscription est presque toujours immédiate. Quelques écrans, une validation rapide, parfois une confirmation biométrique, et en moins d'une minute, tout est fait. Mais la résiliation, elle, raconte une autre histoire. Prenons un cas documenté par les autorités de régulation. Pour annuler certains abonnements, il faut enchaîner plusieurs écrans successifs, lire des messages intermédiaires, refuser des offres alternatives, puis confirmer une fois, et puis une seconde. Et dans certains parcours analysés, la résiliation peut demander jusqu'à 7 écrans et une douzaine d'actions. Alors, pris séparément, aucun de ces gestes n'est insurmontable, mais leur accumulation produit un effet très précis. Elle ralentit. Et ce type de conception est suffisamment répandu pour avoir un nom dans la recherche académique, le Roach Model, ou piège à cafard. Facile d'entrée, plus difficile de sortir. Attention, il y a évidemment un revers à la médaille. Le confort a un prix et les abonnements peuvent rapidement devenir un gouffre financier. Imaginez, vous commencez par un petit abonnement à une plateforme de sport en ligne, puis un autre pour des cours de cuisine, et avant de vous en rendre compte, votre budget mensuel est submergé par ces petits paiements récurrents. D'ailleurs, selon une étude, 40% des Français continuent de payer pour des abonnements qu'ils n'utilisent même pas. Ces dépenses fantômes peuvent représenter des centaines d'euros par an. Et puis il y a ces fameuses offres mois gratuits qui finissent par devenir des prélèvements mensuels parce qu'on a tout simplement oublié de les annuler. On a tous déjà connu ça. Alors, il ne s'agit pas d'empêcher la résiliation, il s'agit simplement de la rendre un petit peu plus coûteuse en temps, en attention et en énergie mentale. Et dans un modèle par abonnement, cette différence est cruciale. Un utilisateur qui paye un mois de plus augmente mécaniquement la valeur du système. Et à grande échelle, ces petits mois en plus deviennent des milliards. Et c'est pour cette raison que ces pratiques ont fini par attirer l'attention des régulateurs. Aux États-Unis, des plaintes officielles ont été déposées contre des plateformes accusées d'avoir rendu l'inscription trop facile et la sortie inutilement complexe. En Europe, certains sont allés encore plus loin. Ils ont imposé des règles très concrètes, un bouton de résiliation visible et une procédure en quelques clics, sans détour. Un bouton spécial résiliation imaginé par le gouvernement doit faire son apparition aujourd'hui sur tous les sites concernés, Armelle Lévy. Et oui, fini la lettre recommandée avec accusé de réception, les mails sans réponse ou les appels téléphoniques qui tournent au dialogue de sourds. Désormais, vous pouvez résilier tous vos contrats d'assurance en 3 clics. Il suffit de cliquer sur « Résiliation du contrat », d'indiquer vos coordonnées, le motif de la résiliation et la date. Vous recevez alors un récapitulatif et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Confirmer ma demande de résiliation ». Alors, si ces obligations existent, ce n'est pas par excès de prudence, c'est parce que l'asymétrie est devenue structurelle. Alors, à ce stade, l'abonnement n'est plus seulement un mode de paiement, c'est devenu une architecture de décision qui organise ce qui est simple et ce qui ne l'est pas. Et lorsque cette architecture se généralise, un phénomène finit par apparaître chez le consommateur, la fatigue. Car même les systèmes les mieux huilés finissent par rencontrer une limite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Depuis quelques années, un signal devient impossible à ignorer. Le modèle de l'abonnement ne s'effondre pas, mais il sature. Les utilisateurs commencent à compter, à comparer, à trier, non pas par rejet idéologique, mais parce que l'accumulation devient trop visible.
Trop de services, trop de prélèvements et trop de décisions repoussées. Et face à cette fatigue, les plateformes adaptent leur stratégie. Dans le streaming, on assiste à un phénomène presque ironique, le retour des bundles. Vous savez, ces offres groupées, plusieurs services réunis, souvent à un prix réduit. Le principe de base des offres groupées consiste à vendre, avec une offre attractive, plusieurs autres qui le sont beaucoup moins. C'est souvent la seule manière de vendre certaines offres structurellement peu intéressantes. Dans de très nombreuses industries, les offres groupées permettent d'accroître le chiffre d'affaires en poussant le client à acheter des suppléments dont il n'a pas nécessairement besoin. L'intelligence artificielle devient aussi un argument central. Pas toujours comme usage indispensable, mais souvent comme une justification de monter en gamme, et donc monter de prix. Et ces évolutions racontent toujours la même chose. Le modèle cherche un nouvel équilibre. Il ne peut plus seulement compter sur l'inertie. Il doit à nouveau convaincre, différencier et segmenter. Et de leur côté, les utilisateurs changent de comportement. Des abonnements cycliques, partage de comptes, rappels automatiques et des audits réguliers de leurs abonnements. Le rapport de force se transforme. Et ce moment est important, car il marque la fin d'une évidence. L'abonnement n'est plus perçu comme un progrès automatique. Il devient un choix à renégocier. Et c'est précisément dans cette phase de transition que la question de départ reprend tout son sens. Si l'on reste abonné plus longtemps que prévu, ce n'est pas parce que le modèle est invincible, c'est parce qu'il a été conçu pour durer dans un monde où l'on ne prenait pas encore le temps de le questionner. Mais à présent, ce monde change. Alors si on regarde l'ensemble du parcours, le paradoxe apparaît nettement. L'abonnement n'a pas été conçu pour piéger, il est né pour simplifier l'accès, stabiliser les revenus et alléger la charge mentale dans un monde numérique saturé. Et pendant longtemps, cette promesse a tenu. Mais à mesure que le modèle s'est généralisé, il a déplacé quelque chose de fondamental. Le moment de la décision. Ce déplacement n'est ni accidentel, ni le signe d'une faiblesse individuelle. Il est la conséquence logique d'un système optimisé pour la durée. Et ce que l'on observe aujourd'hui des consommateurs n'est pas un rejet de l'abonnement. C'est une tentative de rééquilibrage. Les utilisateurs commencent à regarder leurs prélèvements et les plateformes doivent à nouveau justifier leur valeur. Les États tentent de redonner de la symétrie là où elle s'est progressivement effacée. Le modèle ne disparaît pas, il entre dans une nouvelle phase. Et c'est peut-être ça l'essentiel à retenir. Un abonnement peut être un outil extrêmement confortable, il peut aussi devenir un automatisme qui décide à notre place, sans jamais se rendre visible. Alors la différence entre les deux ne tient pas à la technologie, ni même au prix. Elle tient à la présence, ou non, d'une décision consciente et répétée. Alors le vrai problème, ce n'est pas de s'abonner, mais d'oublier pourquoi on est resté.